Cet hippopotame obèse me dégoûte. Je ne suis avec elle que pour sa fortune. Je suis restée figée devant la porte de la chambre, la main suspendue au-dessus de la poignée. La voix de mon mari, Michel, s'échappait par l'entrebâillement, désinvolte et cruelle, comme s'il parlait de la météo. Les mots me sont tombés dessus comme des pierres, chacun plus lourd que le précédent. « Tu devrais voir comment elle mange, maman. C'est répugnant. » Il a continué, et j'ai entendu sa mère, Marguerite, émettre ce son sec et aigu que j'avais appris à reconnaître au cours des 3 dernières années. Je m'appelle Éléonore et j'ai 34 ans. Je me tenais dans le couloir de la maison que j'avais achetée avec mon propre argent dans un quartier huppé de Paris, écoutant mon mari me décrire comme si j'étais quelque chose qu'il avait raclé du fond de sa chaussure. Le sol en marbre était froid sous mes pieds nus, et je me souviens avoir pensé à quel point il était étrange que je ne pleure pas. Je n'étais même pas encore en colère. J'étais juste anesthésiée. « Quand auras-tu accès à tout ?» a demandé Marguerite, sa voix tombant dans un murmure conspirateur qui m'est parvenu clairement. « Bientôt, » a répondu Michel. « J'ai été patient pendant 3 ans. Le contrat de mariage expire dans 6 mois, et alors je pourrai demander le divorce et prendre la moitié de tout. Peut-être même plus si je joue bien mes cartes. » J'ai reculé d'un pas, lentement, prudemment, en m'assurant que le parquet ne craque pas. Mon cœur battait si fort que je le sentais dans ma gorge. Mais mes mains étaient instables. Je suis retournée dans le couloir jusqu'à la cuisine, je me suis versé un verre d'eau et je me suis assise sur le plan de travail. Le soleil de fin d'après-midi entrait à flot par les fenêtres, donnant à tout un aspect chaleureux et doré, normal, comme si mon monde ne venait pas de voler en éclats. J'avais rencontré Michel 4 ans plus tôt lors d'un salon de l'immobilier à Cannes. Je possédais une entreprise de promotion immobilière florissante que j'avais bâtie à partir de rien après la mort de mon père, qui m'avait laissé un petit héritage de 20 000 €. J'avais transformé ces 20 000 € en un empire de plusieurs millions, grâce à des investissements prudents, des partenariats intelligents et des journées de travail de 16 heures. Michel avait été charmant, attentionné, intéressé par tout ce que j'avais à dire. Il m'avait conquise avec des dîners romantiques et de longues conversations sur nos rêves. Il m'avait demandé en mariage au bout de 8 mois, et j'étais si heureuse que j'en avais pleuré pendant 1 heure. Maintenant, assise dans ma cuisine, je réalisais que chaque instant avait été une comédie. Chaque baiser, chaque « je t'aime » murmuré. Chaque fois qu'il m'avait serré dans ses bras avait été un mensonge. Il ne faisait que compter les jours jusqu'à ce qu'il puisse prendre ce que j'avais construit et s'en aller. J'ai entendu des pas dans l'escalier. Michel est apparu dans l'embrasure de la porte de la cuisine, son visage s'illuminant de ce sourire chaleureux que j'avais autrefois cru sincère. Il était beau, d'une manière assez commune, avec des cheveux bruns et des yeux bleus qui se plissaient au coin quand il souriait. Marguerite l'a suivi, grande et mince, ses cheveux gris tirés en un chignon serré. Elle m'a jeté le même regard que d'habitude, comme si j'étais une chose malheureuse qu'elle devait tolérer. « Salut, ma chérie », a dit Michel en traversant la pièce pour m'embrasser sur la joue. « On parlait à l'étage d'aller peut-être dîner dehors ce soir. Qu'en penses-tu » Je l'ai regardé et je n'ai rien ressenti. C'était la chose la plus étrange. 3 minutes plus tôt, j'aurais ressenti de l'amour, ou du moins ce que je croyais être de l'amour. Maintenant, il n'y avait plus qu'un espace vide là où ces sentiments avaient été. « En fait, je ne me sens pas très bien », ai-je dit, ma voix sortant stable et calme. « Vous devriez y aller tous les deux. Je pense que je vais juste prendre une soupe et me coucher tôt. » Les yeux de Marguerite se sont illuminés d'un plaisir mal dissimulé. « Oh, quel dommage! Eh bien, nous ne voudrions pas que votre réservation soit perdue. Viens, Michel. » Je les ai regardés partir. J'ai entendu la porte du garage se fermer, entendu la voiture de Michel s'éloigner. Puis je suis restée assise dans le silence de ma belle maison et je me suis permis de le sentir. La trahison, l'humiliation, la rage qui commençait à monter dans ma poitrine comme un feu de forêt. Pendant 3 ans, j'avais cuisiné ses plats préférés, même s'il se plaignait de mon poids. J'avais assisté aux insupportables dîners de sa mère, où elle critiquait tout, de mes vêtements à ma carrière. J'avais soutenu ses entreprises commerciales ratées,
signant des chèques sans me plaindre. Je l'avais cru quand il disait qu'il travaillait tard, et tout cela n'avait été qu'un mensonge. Le lendemain matin, je me suis réveillée à 5h30, comme toujours. Michel dormait encore à côté de moi, son visage paisible et innocent dans la lumière de l'aube. Je me suis levée en silence, je me suis habillée et je suis descendue dans mon bureau à domicile. J'ai fait du café. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à faire des listes. J'avais bâti mon entreprise grâce à une planification minutieuse et une attention aux détails. Chaque projet réussi commençait par un plan solide, des objectifs clairs et une recherche méticuleuse. Celui-ci ne serait pas différent. Si Michel pensait pouvoir se jouer de moi et repartir avec tout ce pour quoi j'avais travaillé, il avait sérieusement sous-estimé la femme qu'il avait épousée. La première chose que j'ai faite a été de rassembler tous nos dossiers financiers. J'avais toujours géré notre argent parce que Michel prétendait ne pas être doué avec les chiffres. Maintenant, je comprenais que cela avait été stratégique. Il voulait que je le pense inoffensif, voire incompétent, pendant qu'il attendait son heure. Nous avions un contrat de mariage, un régime de séparation de biens, sur lequel j'avais insisté avant le mariage. Mon avocat l'avait rédigé pour protéger mes actifs existants et mon entreprise. Le contrat stipulait que tout ce que je possédais avant le mariage restait ma seule propriété. Cependant, il y avait une clause que j'avais acceptée à la demande de Michel. Après 5 ans de mariage, le contrat serait dissous et nous passerions à un régime de communauté de biens. À l'époque, j'avais trouvé ça romantique, un signe que je lui faisais confiance. Maintenant, je réalisais que c'était le piège qu'il avait tendu depuis le début. Nous étions mariés depuis 3 ans et 4 mois. Dans 1 an et 8 mois, tout ce que je possédais deviendrait un bien commun, et il pourrait divorcer et repartir avec la moitié. J'ai consulté l'acte de propriété de notre maison. Je l'avais achetée il y a 2 ans pour 3 millions d'euros. Elle était à mon nom seule, protégée par le contrat de mariage. Mon entreprise était évaluée à environ 10 millions d'euros, également protégée. J'avais des comptes d'investissement, des fonds de retraite et un portefeuille d'actions qui totalisait 5 millions d'euros supplémentaires. Michel n'avait rien apporté. Il avait travaillé sporadiquement dans le cabinet de courtage en assurance de son frère Robert, mais il avait démissionné 6 mois plus tôt, prétendant vouloir se concentrer sur ses propres projets. J'avais soutenu cette décision. J'avais tout soutenu. Je me suis penchée en arrière dans mon fauteuil et j'ai regardé les chiffres à l'écran. 18 200 000 euros. Voilà ce que valèrent pour lui 3 ans de faux amours. Mon téléphone a vibré avec un texto de mon associée, Valérie Clément. Elle voulait discuter d'une nouvelle opportunité de développement dans le centre de Paris. Je connaissais Valérie depuis 12 ans. Elle avait été ma première cliente importante quand je débutais, et nous avions formé un partenariat il y a 5 ans. Elle était intelligente, impitoyable en négociation, et ne m'avait jamais jugée pour mon poids ou quoi que ce soit d'autre. Je lui ai répondu par texto. « On peut se voir aujourd'hui ? Quelque chose d'important est arrivé. » Elle a répondu immédiatement. Déjeuner au bistrot. Midi. J'ai passé les heures suivantes à examiner chaque document, chaque compte, chaque actif. J'ai fait des copies de tout. Je les ai sauvegardés sur un disque crypté et j'ai fait une sauvegarde sur un serveur cloud sécurisé. Michel a dormi jusqu'à 9h, puis est descendu en pyjama, bâillant et se grattant la poitrine. « Bonjour, ma puce », a-t-il dit en m'embrassant le sommet de la tête en passant. « Tu es levé tôt, journée chargée. Je mets juste de l'ordre dans la paperasse, » ai-je dit, sans lever les yeux de l'écran. Il s'est versé un café et s'est assis à l'îlot de la cuisine, faisant défiler son téléphone. « Je retrouve Rob pour une partie de golf cet après-midi, » a-t-il dit. « Ça te va ?» Robert était son jeune frère, celui qui l'employait quand il daignait travailler. J'avais toujours trouvé Robert superficiel et légèrement malhonnête, mais je le tolérais parce que la famille était importante. Maintenant, je me demandais si Robert était dans le coup, s'ils riaient de moi ensemble, la femme riche, grosse et stupide qui était tombée dans le panneau. « C'est très bien, ai-je dit. J'ai un déjeuner d'affaires de toute façon. »« Ah oui ? Avec qui ? » ?»« Valérie. »« Juste des trucs de boulot. » Il a hoché la tête, déjà lassé de la conversation. «
C'était une autre chose que j'avais remarquée au fil des ans. Il ne prêtait attention que lorsque nous parlions d'argent ou lorsque d'autres personnes nous regardaient. En privé, il me traitait comme un meuble. Je me disais que c'était juste le silence confortable d'un couple de longue date. Maintenant, je comprenais que c'était du mépris. Je suis partie à 11h30 et j'ai conduit jusqu'au bistrot, un petit restaurant près de mon bureau. Valérie était déjà là, assise à notre table habituelle au fond. Elle avait 52 ans, des cheveux poivre et sel court et des yeux verts perçants qui ne manquaient rien. Elle s'est levée en me voyant et m'a serré brièvement dans ses bras. « Tu as l'air tendu ?» a-t-elle dit alors que nous nous asseyions. « Qu'est-ce qui se passe ?» Je lui ai tout raconté. La conversation que j'avais surprise, le piège du contrat de mariage, la prise de conscience que tout mon mariage avait été une escroquerie. Elle a écouté sans m'interrompre, son expression se durcissant à chaque phrase. Quand j'ai eu fini, elle s'est adossée et a bu une longue gorgée d'eau. « Ce salaud absolu !» a-t-elle finalement dit. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» « Je ne sais pas encore, ai-je dit. Mais je dois agir vite. J'ai 1 an et 8 mois avant l'expiration du contrat. S'il demande le divorce après ça, il obtient la moitié de tout. Et tu sais comment ça se passe. Il prétendra qu'il a soutenu ma carrière, qu'il a sacrifié ses propres opportunités. Il me dépeindra comme la femme d'affaires au cœur de pierre qu'il a négligée. « Alors tu dois demander le divorce la première, » a dit Valérie. « Peut-être. » Mais je n'arrête pas de penser à ce qu'il a dit, sur le fait d'être patient pendant 3 ans, de bien jouer ses cartes. Il a planifié ça depuis le début, Valérie. Toute la relation était fausse. Alors tu vas t'assurer qu'il obtient exactement ce qu'il mérite, a-t-elle dit. C'est-à-dire rien. Nous avons parlé pendant tout le déjeuner, réfléchissant à des options et des stratégies. Valérie avait traversé un divorce brutal 10 ans plus tôt et connaissait toutes les ficelles du métier. Au moment où nous avons fini de manger, j'avais les grandes lignes d'un plan. Ce soir-là, j'ai agi comme si rien n'avait changé. J'ai préparé le dîner, un poulet rôti avec des légumes que j'ai à peine touchés. Michel a mangé de bon appétit, parlant de sa partie de golf et d'une opportunité d'investissement que Robert avait mentionnée. J'ai hoché la tête et souri et fait semblant de m'y intéresser. Il n'a pas remarqué la différence. Il ne remarquait jamais rien chez moi. Marguerite a appelé pendant le dîner. Michel l'a mise sur haut-parleur, et je l'ai écoutée se plaindre des histoires de son club de jardinage pendant que je débarrassais. Elle ne m'a pas demandé comment j'allais. Elle ne le faisait jamais. Quand Michel a finalement raccroché, il s'est étiré et a bâillé. « Je crois que je vais regarder le match », a-t-il dit. « Tu veux te joindre à moi ? Je dois finir un peu de travail, » ai-je dit. « Vas-y. » Je suis retournée à mon bureau et j'ai continué mes recherches. Je me suis renseignée sur les comptes offshore, les fiducies de protection d'actifs et les lois sur le transfert de propriété. J'ai consulté 3 avocats différents par email crypté, sans mentionner de nom mais en expliquant la situation en termes généraux. Je devais comprendre exactement quelles étaient mes options et comment protéger ce que j'avais construit. La vérité, c'est que je ne voulais pas seulement divorcer de Michel et passer à autre chose. Cela semblait trop simple, trop facile pour lui. Il avait passé 3 ans à me mentir, à me manipuler, à attendre son pactole. Il m'avait fait douter de moi, avoir honte de mon corps, remettre en question ma propre valeur. Sa mère m'avait traité comme de la saleté, et il l'avait encouragée. Ils avaient ri de moi ensemble, m'avaient traité d'hippopotame obèse, avaient discuté de ma fortune comme si elle était déjà la leur. Je voulais qu'ils ressentent ce que j'avais ressenti dans ce couloir. Je voulais qu'ils comprennent ce que cela signifiait de se voir tout enlevé. Je voulais la justice, une vraie justice, pas seulement un règlement de divorce. La semaine suivante, j'ai agi avec prudence. J'allais au travail tous les jours, je gérais mes propriétés, je rencontrais des entrepreneurs et des investisseurs. À la maison, j'étais la même épouse attentionnée que j'avais toujours été. Je cuisinais, je nettoyais, je faisais la conversation. Michel ne se doutait de rien. Pourquoi l'aurait-il fait? Dans son esprit, j'étais stupide et désespérée, reconnaissante de l'avoir malgré son manque évident d'attirance pour moi. Mais en coulisses, je démantelais tout.
J'ai engagé un avocat d'affaires à Genève spécialisé dans la restructuration d'entreprises. J'ai rencontré mon comptable et discuté de la réorganisation de la structure financière de ma société. J'ai contacté un ancien collègue qui travaillait maintenant dans la promotion immobilière internationale. Chaque conversation était soigneusement documentée, chaque décision stratégique. J'ai aussi engagé un détective privé. Il s'appelait Richard Evian, et il m'avait été chaudement recommandé par Valérie. Je lui ai confié une seule mission, suivre Michel et tout documenter. Je ne savais pas ce qu'il trouverait, mais j'avais le sentiment qu'il y avait plus à découvrir. Les hommes qui mentent sur une chose mentent généralement sur tout. Richard m'a appelé 3 jours plus tard alors que j'étais en inspection sur un chantier dans un quartier en pleine expansion. Je me suis éloignée de mon chef de chantier et j'ai pris l'appel. « Vous devez voir ça », a dit Richard, la voix sombre. « Pouvez-vous me rencontrer ?» Nous nous sommes retrouvés dans un café 1 heure plus tard. Richard avait la fin de la soixantaine, des cheveux gris et une manière professionnelle qui inspirait immédiatement confiance. Il a fait glisser un dossier en manille sur la table sans préambule. À l'intérieur se trouvaient des photographies. Michel avec une femme que je ne reconnaissais pas. Michel l'embrassant devant un hôtel. Michel entrant dans un immeuble avec elle. Les photos étaient horodatées et datées. Elles remontaient à 14 mois. Elle s'appelle Jessica, a dit Richard. Elle a 26 ans, travaille comme réceptionniste dans un cabinet dentaire. Il la voit depuis environ 6 mois après que vous ayez acheté votre maison. L'appartement est à lui. Il le loue par l'intermédiaire d'une société écran et paie en espèces. Elle ne sait pas qu'il est marié. J'ai regardé les photos et j'ai ressenti à nouveau cette étrange anesthésie. Ça aurait dû faire plus mal. Ça aurait dû me détruire. Au lieu de cela, je me sentais étrangement validée. C'était qui il était vraiment. C'était la vérité derrière la comédie. « Il y a plus », a dit Richard. J'ai fait une vérification de ses finances. Il a d'importantes dettes de jeu, environ 150 000 €, réparties sur 3 casinos différents. Il a utilisé des avances de fonds sur des cartes de crédit dont vous ignorez l'existence. Votre nom n'y figure pas, mais il a payé les mensualités minimales à partir du compte joint auquel vous lui donnez accès. J'ai levé les yeux des photos. Combien a-t-il pris? Environ 25 000 € au cours de la dernière année. De petites sommes. Rien que vous n'auriez remarqué, mais ça s'additionne. J'ai fermé le dossier et me suis adossée. Continuez à le suivre. Documentez tout. Je veux tout savoir sur chaque mensonge, chaque dette, chaque secret. Pouvez-vous faire ça? Absolument, a dit Richard. Qu'est-ce que vous prévoyez? Je prévois de m'assurer qu'il ne sous-estime plus jamais personne, ai-je dit. Cette nuit-là, j'étais allongée à côté de Michel dans le lit et je le regardais dormir. Il avait l'air paisible, content, comme un homme sans souci. Il n'avait aucune idée que son plan soigneusement construit était sur le point de s'effondrer. Il ne savait pas que la femme grosse et stupide qu'il utilisait avait 10 longueurs d'avance sur lui. Il pensait être le prédateur, mais il avait commis une erreur cruciale. Il avait sous-estimé sa proie. 2 semaines plus tard, j'étais assise dans une salle de conférence au centre de Genève avec 3 avocats, mon comptable et Valérie. La vue du 42e étage était spectaculaire, mais je l'ai à peine remarqué. J'étais concentrée sur les documents étalés sur la table en acajou devant moi. « Laissez-moi m'assurer que je comprends bien », ai-je dit, en regardant l'avocate principale, une femme nommée Julia Moreau, spécialisée dans la protection d'actifs. Si je restructure mon entreprise de cette manière, que je convertis mes actifs personnels en actifs commerciaux et que j'établis la fiducie que vous recommandez, tout devient intouchable en cas de divorce. Pas entièrement intouchable, a dit Julia avec prudence, mais beaucoup plus compliqué d'accès. Votre mari devrait prouver que ces manœuvres ont été faites de mauvaise foi, spécifiquement pour le frauder dans un divorce. Étant donné que vous ne demandez pas le divorce, que vous restructurez simplement votre entreprise pour des raisons légitimes et que le contrat de mariage est toujours en vigueur, il aurait un dossier très difficile à plaider. Et la maison? Ai-je demandé. La maison est un cas intéressant, a dit Julia en sortant un autre document. Vous l'avez achetée il y a 2 ans à votre nom seul. Elle est protégée par votre contrat de mariage. Cependant,
Si vous voulez vous assurer qu'il n'y a absolument aucune discussion sur la plus-value maritale de la propriété, vous pourriez la vendre et réinvestir le produit dans la fiducie avant l'expiration du contrat. J'ai jeté un coup d'œil à Valérie. Nous avions discuté de cette possibilité, mais l'entendre énoncer si clairement la rendait réelle. Vendre la maison signifiait déménager, faire un geste visible que Michel remarquerait. Cela signifiait que le jeu commençait vraiment. Combien de temps cela prendrait-il? Ai-je demandé. Sur ce marché, avec une propriété comme la vôtre, 2 à 3 semaines si vous la mettez au bon prix, a dit Julia. Nous avons des contacts avec plusieurs agents immobiliers spécialisés dans les ventes rapides et discrètes. Mon comptable, Georges, s'est penché en avant. Il avait 68 ans et gérait mes finances depuis que j'avais créé mon entreprise. Il m'avait vu tout construire à partir de rien et il était royalement furieux quand je lui ai raconté ce que Michel préparait. « Éléonore, j'ai fait les calculs dans tous les sens, » a dit Georges. « Ce que Julia propose est tout à fait légal. Vous réorganisez la structure de votre entreprise pour préparer une expansion, ce que vous prévoyez déjà. La fiducie est un outil de planification successorale standard. Vendre la maison et déménager pour des raisons professionnelles est logique, compte tenu des nouvelles opportunités de développement dans le centre. Rien de tout cela n'est inhabituel pour quelqu'un dans votre position. Sauf que cela laissera Michel sans rien, ai-je dit. Cela le laissera avec exactement ce qu'il a apporté, a corrigé Georges. C'est-à-dire rien. J'ai pensé aux photos que Richard m'avait données. Michel avec Jessica, riant, s'embrassant, jouant au couple dans l'appartement qu'il louait avec l'argent qu'il m'avait volé. J'ai pensé au rire cruel de Marguerite, au fait d'être traité d'hippopotame obèse, à 3 ans à croire en un amour qui n'a jamais existé. Faisons-le, ai-je dit. Tout. Quand pouvons-nous commencer? Aujourd'hui, a dit Julia. J'aurai les documents prêts pour demain matin. La fiducie peut être établie en 1 semaine. La restructuration de l'entreprise prendra un peu plus de temps, mais nous pouvons commencer le processus immédiatement. Nous avons passé les 3 heures suivantes à examiner chaque détail. J'ai signé des documents préliminaires, autorisé Georges à commencer le transfert des actifs et approuvé le plan de réorganisation de l'entreprise. Au moment où j'ai quitté Genève, la machine était en marche. Je suis retournée à Paris en voiture, me sentant étrangement calme. Les lumières de la ville défilaient alors que je traversais un pont sur la Seine. Quelque part dans cette ville, Michel était probablement avec Jessica, mentant sur le fait de travailler tard. Ou peut-être était-il à la maison, jouant le mari dévoué, attendant son pactole. Cela n'avait plus d'importance. Il avait déjà perdu. Il ne le savait juste pas encore. Quand je suis rentrée à 21h30, Michel était sur le canapé en train de regarder la télévision. Il a levé les yeux quand je suis entrée, surpris. « Tu es en retard », a-t-il dit. « Où étais-tu »« À Genève », ai-je dit en posant ma mallette. « Réunion de travail. Je t'ai envoyé un texto ce matin. » Il a semblé confus, vérifiant son téléphone. « Ah oui. Désolé, j'ai dû le manquer. » « Comment ça s'est passé ?»« Très bien, en fait, ai-je dit, et c'était la vérité. Je restructure l'entreprise, je m'étends sur de nouveaux marchés. Ça va impliquer quelques changements, mais des bons. C'est super, ma puce, a-t-il dit, tournant déjà son attention vers la télévision. Il n'a pas demandé de détails. Mon entreprise ne l'intéressait que si elle affectait son compte en banque. Je suis montée, j'ai pris une longue douche et je me suis allongée dans le lit en pensant aux prochaines étapes. Richard avait poursuivi sa surveillance et les rapports continuaient d'arriver. Les dettes de Michel étaient pires que nous ne le pensions au départ. Il ne devait pas seulement de l'argent au casino, mais aussi à des usuriers. Il avait emprunté à des amis, à son frère, à quiconque voulait bien lui donner de l'argent. Il se noyait, attendant désespérément le pactole du divorce pour le renflouer. L'affaire avec Jessica était sérieuse. Richard avait des enregistrements de Michel lui promettant qu'ils seraient bientôt ensemble, qu'il attendait juste le bon moment pour quitter sa femme. Il lui avait dit que j'étais froide et distante, que notre mariage était terminé en tout sauf le nom. Il jouait la victime, le pauvre homme piégé avec une femme qu'il n'aimait pas. J'avais d'abord été en colère, puis blessée, mais maintenant je ressentais une étrange sorte de clarté.
Michel n'était plus une personne pour moi. C'était un problème à résoudre, une erreur à corriger. J'avais passé 3 ans à essayer d'être assez bien pour lui, à me changer, à douter de moi, à supporter les abus de sa mère, parce que je pensais que c'était ce que l'amour exigeait. J'avais eu tellement tort. Le lendemain matin, j'ai appelé une agente immobilière avec qui j'avais déjà travaillé, une femme vive nommée Viviane qui s'occupait de biens de luxe. Je l'ai rencontrée dans un café près de mon bureau. « Je dois vendre ma maison », ai-je dit sans détour. « Vite, discrètement, et à un bon prix. » Viviane n'a même pas scié. « Quand vous dites vite, quel est votre délai? » 2 semaines, 3 au maximum. Et mon mari n'a pas besoin de savoir avant que les papiers ne soient signés. Elle a souri, et ce n'était pas une expression agréable. J'ai entendu dire que vous pourriez faire quelques changements. Valérie a mentionné que vous pourriez avoir besoin d'une aide discrète. J'ai 3 acheteurs qui cherchent dans votre quartier. Offres au comptant, clôture rapide. Quand puis-je voir la propriété? Aujourd'hui, ai-je dit. Michel joue au golf tous les jeudis après-midi. Soyez là à 14 heures. Viviane est arrivée à 14 heures pile, accompagnée d'un photographe et d'une consultante en homestaging. Ils se sont déplacés dans ma maison avec efficacité, professionnalisme, prenant des notes et des photos. Je les ai regardés évaluer la maison que j'avais si soigneusement choisie, l'endroit où je pensais construire une vie. Maintenant, ce n'était plus qu'un autre actif à liquider. « Vous l'avez magnifiquement entretenu », a dit Viviane alors que nous nous tenions dans la chambre principale. « Les rénovations que vous avez faites l'année dernière ont vraiment ajouté de la valeur. Je suis convaincue que nous pouvons obtenir 2 millions d'euros, peut-être 3. Le marché est fort en ce moment. À quelle vitesse pouvez-vous agir? Ai-je demandé. J'aurai les annonces prêtes pour demain, mais je commencerai d'abord par ma liste de clients privés. Pas d'annonce publique à moins que nous n'y soyons obligés. Je devrais avoir des offres d'ici la fin du week-end. Elle avait raison. Le samedi matin, j'avais 3 offres. 2 à 3, 2 millions. 1 à 3, 3 millions. Toutes au comptant, toutes prêtes à conclure en 2 semaines. J'ai accepté l'offre la plus élevée et signé les contrats au bureau de Viviane cet après-midi-là, pendant que Michel pensait que j'étais en inspection de chantier. Quand je suis rentrée, il était dans le salon avec Marguerite. Ils ont levé les yeux quand je suis entrée, et quelque chose dans leurs expressions m'a fait marquer une pause. Ils avaient en parlé de quelque chose de sérieux, et je les avais interrompus. « Éléonore » a dit Marguerite, sa voix dégoulinant d'une fausse chaleur. « Si heureuse de te voir. Je disais justement à Michel que nous devrions tous dîner ensemble la semaine prochaine. Un vrai repas de famille. » « Ça a l'air sympa, » ai-je dit, me demandant ce qu'il préparait vraiment. Marguerite n'avait jamais suggéré de dîner en famille auparavant. D'habitude, elle préférait que je n'existe pas. « Je cuisinerai, » a continué Marguerite. « Chez moi, samedi prochain à 18 heures. Tu viendras, n'est-ce pas? » Il y avait quelque chose de provocateur dans son ton, comme si elle s'attendait à ce que je refuse, comme si elle voulait que je refuse pour pouvoir l'utiliser contre moi plus tard. « Bien sûr, » ai-je dit. « J'y serai. » Après le départ de Marguerite, Michel était plus silencieux que d'habitude. Il n'arrêtait pas de me regarder avec une expression étrange, comme s'il essayait de comprendre quelque chose. Cette nuit-là au lit, il s'est retourné et a passé son bras autour de moi, ce qu'il faisait rarement. « Tu sembles différente ces derniers temps, » a-t-il dit. « Plus confiante ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui se passe? » Mon cœur s'est emballé, mais j'ai gardé ma voix stable. Juste excitée par l'expansion de l'entreprise. C'est une énorme opportunité. « Oui, à ce propos, » a-t-il dit. Je pensais que je devrais peut-être m'impliquer davantage. Je veux dire, je ne travaille pas depuis un moment, et je connais assez bien l'entreprise maintenant. Peut-être que je pourrais assumer un vrai rôle, pas seulement en tant que ton mari, mais en tant que partenaire. Voilà. Il devenait nerveux. Quelque chose l'avait effrayé, lui avait donné envie de consolider sa position plus fermement. Je me demandais si Robert avait dit quelque chose, ou si Marguerite avait planté l'idée. Quoi qu'il en soit, il essayait d'attacher son nom à mon entreprise avant l'expiration du contrat de mariage. « C'est gentil », ai-je dit en me tournant pour lui faire face dans le noir. « Mais tu sais, la structure de l'entreprise est assez bien établie.
Tous les partenariats sont formalisés. Ce serait compliqué d'ajouter quelqu'un de nouveau, même toi. Mais je suis ton mari, a-t-il dit. Et je pouvais entendre la tension dans sa voix. Ça ne devrait pas compter pour quelque chose? Si, ai-je menti. Ça compte pour tout. Mais les affaires sont les affaires. Tu comprends ça, n'est-ce pas? Il est resté silencieux un long moment. Ouais, a-t-il dit finalement. Je suppose. Mais je pouvais sentir la tension dans son corps, la suspicion qui commençait à grandir. Je devrais agir plus vite que prévu. La semaine suivante fut un tourbillon d'activités. J'ai signé les derniers documents de clôture de la vente de la maison le mardi. Les nouveaux propriétaires voulaient prendre possession dans 10 jours, ce qui signifiait que je devais faire mes cartons et trouver un endroit où aller. J'ai dit à Michel que l'entreprise avait loué un appartement de fonction temporaire pour moi en centre-ville pendant le projet d'expansion, que c'était plus logique que de faire des allers-retours tous les jours. Et moi? A-t-il demandé, et pour la première fois, j'ai vu une vraie peur dans ses yeux. L'appartement est minuscule, juste un studio, ai-je dit. Tu peux rester ici jusqu'à ce que je règle notre situation permanente. Ce n'est que temporaire. Il n'aimait pas ça. Mais que pouvait-il dire? J'étais censée travailler jour et nuit sur un projet d'entreprise majeur. C'était logique. Il n'avait aucune idée que la maison avait été vendue sous son nez. J'ai commencé à déménager mes affaires personnelles progressivement. Vêtements, bijoux, documents importants, photos de famille. J'ai fait attention de ne pas tout prendre d'un coup, juste assez pour que ce ne soit pas évident. J'ai tout déplacé dans un garde-meuble d'abord, puis progressivement dans l'appartement meublé que j'avais en fait loué. Un magnifique 3 pièces dans un immeuble sécurisé du centre-ville avec vue sur la Seine. Richard a poursuivi sa surveillance. Michel devenait plus désespéré. Sa dépendance au jeu s'aggravait. Il avait perdu 25 000 € de plus au cours des 2 dernières semaines seulement. Il empruntait maintenant à Marguerite. J'ai découvert qu'elle lui avait donné 50 000 € il y a tout juste 3 jours, s'attendant probablement à être remboursé quand il divorcerait et toucherait son règlement. Le samedi soir, je suis allée chez Marguerite pour le dîner de famille qu'elle avait organisé. C'était une grande et vieille maison de maître dans un quartier chic, héritée de son défunt mari. Michel avait grandi là, dans cette maison froide et formelle remplie d'antiquité et de jugement. Marguerite a ouvert la porte, portant des perles et un sourire forcé. « Éléonore, tu es venue. »« Entre, entre. » La salle à manger était dressée pour 4. Michel était déjà là, avec Robert et sa femme Sophie. Je n'avais pas réalisé qu'il se joindrait à nous. Sophie était une femme silencieuse qui semblait toujours légèrement terrifiée par Marguerite. J'avais pitié d'elle. Nous nous sommes assis pour un rôti de bœuf et des pommes de terre, et Marguerite a immédiatement commencé sa routine habituelle d'insultes subtiles déguisées en sollicitude. « Éléonore, ma chère, es-tu allée à la salle de sport dernièrement? Tu as l'air un peu fatiguée, a-t-elle dit, me passant les légumes tout en prenant la plus petite portion pour elle-même. J'ai été occupée par le travail, ai-je dit agréablement. Bien sûr, tes petits projets d'entreprise. C'est bien que tu aies quelque chose pour occuper ton temps. Elle a dit cela comme si je dirigeais une boutique de loisirs créatifs au lieu d'une entreprise de plusieurs millions d'euros. Robert est intervenu. En fait, maman, l'entreprise d'Éléonore marche très bien. Michel me parlait d'une grosse expansion qu'elle prépare. Le sourire de Marguerite s'est crispé. Oui? Michel en a parlé. Ça semble très risqué cependant. Ne serait-il pas plus sage de se concentrer sur la stabilité à ton âge? Tu ne rajeunis pas. J'avais 34 ans. Elle parlait comme si j'étais une antiquité. Parfois, il faut prendre des risques calculés pour grandir, ai-je dit. C'est comme ça que j'ai bâti l'entreprise au départ. Eh bien, Dieu merci, tu as Michel pour te garder les pieds sur terre, a dit Marguerite, tendant la main pour tapoter celle de son fils. Il a toujours été si raisonnable avec l'argent, n'est-ce pas, mon chéri? Michel a souri à sa mère, et j'ai vu la même froideur dans ses yeux que j'avais entendue dans sa voix ce soir-là devant la chambre. C'est ce qu'il avait appris d'elle. Cette cruauté désinvolte, cette conviction que certaines personnes comptent simplement plus que d'autres. Le dîner s'est poursuivi sur le même ton. Marguerite a fait des remarques sur mon apparence, mon âge,
Mes décisions commerciales. Robert et Sophie sont restés pour la plupart silencieux, et Michel a joué le fils dévoué, acquiesçant à tout ce que sa mère disait. J'ai souri, hoché la tête, et joué mon rôle à la perfection. Après le dîner, Marguerite a suggéré que les hommes se retirent au bureau pour un digestif, pendant que nous, les femmes, débarrassions. C'était si désuet et ridicule que j'ai failli rire, mais je l'ai suivi, ainsi que Sophie, dans la cuisine. « Je suis contente que nous ayons ce moment seuls », a dit Marguerite en me tendant une assiette à essuyer. « Je voulais te parler de quelque chose d'important. »« De quoi s'agit-il » ai-je demandé, bien que j'aie une idée de la direction que cela prenait. « Michel » a-t-elle dit simplement. « Il semble malheureux ces derniers temps. Je pense que ce mariage pèse sur lui. » Sophie m'a jeté un regard d'excuse mais n'a rien dit. Elle avait appris depuis longtemps à ne pas contrarier Marguerite. « Je n'ai pas remarqué qu'il était malheureux », ai-je dit prudemment. « Eh bien, tu ne le remarquerais pas, n'est-ce pas » a dit Marguerite, sa voix devenant plus sèche. « Tu es tellement concentrée sur ton travail, ton argent, tes propriétés. Quand as-tu vraiment regardé ton mari pour la dernière fois en pensant à ce dont il a besoin ?» J'ai posé l'assiette que j'essuyais et je me suis tournée pour lui faire face. « Que veux-tu dire exactement, Marguerite ?» Elle a rencontré mes yeux avec une confiance absolue. Je dis que ce serait peut-être plus gentil pour tout le monde si tu reconnaissais que ce mariage ne fonctionne pas. Michel mérite d'être avec quelqu'un qui l'apprécie, qui le fait passer en premier. Et toi, eh bien, tu préfères clairement ton entreprise à toute relation. Il est peut-être temps de vous séparer à l'amiable avant que quelqu'un ne soit blessé. Voilà. Elle mettait en place le récit. Quand Michel demanderait le divorce après l'expiration du contrat, il prétendrait que j'étais une épouse négligente, que je l'avais repoussé avec mon obsession pour le travail. Il le dépeindrait comme la victime, et moi comme la femme froide et égoïste qui méritait d'être quittée. C'est une perspective intéressante, ai-je dit calmement. Mais je n'ai pas l'intention de divorcer de Michel. J'aime mon mari. L'expression de Marguerite a vacillé avec quelque chose qui ressemblait à de la colère avant qu'elle ne se reprenne. Bien sûr que tu l'aimes, ma chère. Je pense juste que tu devrais être réaliste sur la situation. Michel a toute sa vie devant lui. Il ne devrait pas être lié à quelqu'un qui ne peut pas lui donner ce dont il a besoin. Je savais ce qu'elle voulait dire. Des enfants. Michel avait mentionné vouloir des enfants au début de notre mariage, mais j'avais dit que je voulais attendre que l'entreprise soit plus stable. La vérité, c'est que je n'étais jamais sûre de vouloir des enfants, et j'avais été honnête à ce sujet. Maintenant, Marguerite l'utilisait comme une autre arme, une autre preuve que je n'étais pas assez bien pour son fils. « Eh bien, merci de ta sollicitude, » ai-je dit, ma voix toujours agréable. « Mais Michel et moi, nous nous débrouillerons seuls. Nous avons fini de nettoyer en silence. Quand nous sommes retournés au bureau, Michel et Robert riaient de quelque chose, et j'ai vu la façon dont le visage de Michel a changé quand il m'a vue. Le rire s'est éteint, remplacé par ce masque poli qu'il portait toujours avec moi. Sur le chemin du retour, il était silencieux. J'étais silencieuse aussi, pensant aux mots de Marguerite, au piège qu'ils avaient si soigneusement construit. Ils pensaient m'avoir coincée. Ils pensaient que je n'avais aucune idée de ce qui allait arriver. « Ma mère part d'une bonne intention », a finalement dit Michel alors que nous entrions dans le garage. « Elle s'inquiète juste pour moi. »« Je sais », ai-je dit. Et c'était vrai. Je savais exactement à quel point Marguerite aimait son fils, assez pour l'aider à planifier de détruire la vie de quelqu'un d'autre pour de l'argent. Cette nuit-là, je suis restée éveillée longtemps après que Michel se soit endormi. Mon téléphone a vibré avec un message de Richard. Il avait trouvé quelque chose de nouveau. Quelque chose d'énorme. J'ai lu son texto 3 fois, sentant les pièces du puzzle s'emboîter. Les dettes de jeu de Michel n'étaient plus seulement personnelles. Il avait contracté des prêts en utilisant mes propriétés comme garantie. Pas les vraies propriétés, mais des faux. Il avait créé de faux documents montrant que j'avais accepté de garantir ses dettes avec mes biens immobiliers. Les prêts totalisaient plus d'un demi-million d'euros et les usuriers commençaient à presser pour être payés. Si ces faux documents apparaissaient lors d'un divorce, même s'il était prouvé qu'ils étaient frauduleux, la bataille juridique serait coûteuse et compliquée. Michel prétendrait qu'il pensait avoir ma permission, que nous en avions discuté et que j'avais oublié.
Il brouillerait les pistes suffisamment pour faire traîner la procédure, peut-être forcer un règlement juste pour en finir. C'était brillant d'une manière perverse. Il avait créé un levier, une police d'assurance pour s'assurer d'être payé même si j'essayais de contester le divorce. Mais il avait commis une erreur cruciale. Il avait commis une fraude réelle, documentable et poursuivable. Et j'avais des preuves. J'ai fait une capture d'écran du texto de Richard et l'ai sauvegardé sur mon disque crypté. Puis, j'ai envoyé un texto à Julia à Genève. Nous devons parler dès demain matin. Urgence. Quand je me suis finalement endormie vers 3 heures du matin, j'ai rêvé d'eau claire et de ciels ouverts. J'ai rêvé de liberté. Le lendemain matin était un dimanche. Michel a fait la grasse matinée pendant que je faisais du café et que j'attendais dans la cuisine que Julia me rappelle. Elle a appelé à 8 heures, l'air inquiet. « Que s'est-il passé ?» m'a-t-elle demandé. Je lui ai parlé des documents de prêt frauduleux. Je pouvais l'entendre taper rapidement pendant que je parlais. « Cela change les choses, » a-t-elle dit. « C'est une fraude criminelle. Nous pouvons utiliser ça. » Comment? Nous pouvons déposer une plainte à la police, mais plus important encore, nous pouvons l'utiliser pour annuler toute réclamation qu'il pourrait faire lors d'un divorce. S'il vous attaque pour quoi que ce soit, nous le menaçons de poursuite. Il partira sans rien pour éviter la prison. Je veux plus que ça, ai-je dit. Je veux qu'il comprenne ce qu'il a fait. Je veux des conséquences qui comptent vraiment. Il y a eu une pause. À quoi pensez-vous? Je pense que j'ai fini de jouer gentiment, ai-je dit. Je pense qu'il est temps d'en finir. La clôture de la vente de la maison était prévue pour le jeudi suivant à 10 heures. J'ai dit à Michel que j'avais une journée complète de réunion, je l'ai embrassé comme je le faisais toujours, le regardant se réinstaller dans le lit avec son téléphone. Il n'avait aucune idée que dans 3 heures, tout allait changer. J'ai retrouvé Viviane au bureau du notaire. Les acheteurs étaient un jeune couple qui avait fait fortune dans la technologie, enthousiaste et agréable. Ils ont souri pendant que nous signions document après document, leur transférant ma belle maison. 3 millions d'euros ont été virés sur mon compte, puis immédiatement transférés à la fiducie que Julia avait établie. L'ensemble du processus a duré 45 minutes. « Félicitations », a dit le notaire en me serrant la main. « Quand déménagerez-vous » ? « Je suis déjà partie, ai-je dit. La propriété est vide depuis ce matin. C'était en grande partie vrai. J'avais déménagé le reste de mes affaires personnelles hier, pendant que Michel était au bureau de son frère. Les meubles resteraient. Cela faisait partie de l'accord. Mais tout ce qui comptait pour moi était déjà parti. J'ai conduit jusqu'à mon nouvel appartement et j'ai enfilé quelque chose de confortable. Puis je me suis assise devant mon ordinateur portable et j'ai commencé la phase finale. D'abord, j'ai envoyé un email au téléphone de Michel. Le message était simple. La maison a été vendue. La signature a eu lieu ce matin. Tu dois être parti d'ici 17 heures aujourd'hui. Les nouveaux propriétaires prennent possession demain. Ensuite, j'ai envoyé un deuxième email avec des pièces jointes. Des photos de l'enquête de Richard, Michel avec Jessica, Michel au casino, Michel rencontrant des usuriers. Et enfin, des copies des documents de prêt frauduleux qu'il avait créés en utilisant mes propriétés comme garantie. Le dernier email était le plus long. Je l'avais écrit avec soin au cours de la semaine passée, le révisant jusqu'à ce que chaque mot soit parfait. Michel, je sais tout. Je sais pour Jessica. Je sais pour les dettes de jeu. Je sais pour les faux documents. Je sais ce que tu as dit à ta mère à mon sujet. Que je te dégoûte. Que tu n'es avec moi que pour ma fortune. Je t'ai entendu ce soir-là, il y a 3 semaines. J'ai entendu chaque mot. Pendant 3 ans, j'ai cru en nous. Je me suis changée, essayant d'être assez bien pour toi. J'ai supporté la cruauté de ta mère parce que je pensais que c'était ce que signifiait la famille. J'ai soutenu tes rêves, tes choix, ton manque total d'ambition parce que je pensais t'aimer. Mais tout cela n'était qu'un mensonge. Tu m'as épousée pour l'argent. Tu as attendu que le contrat de mariage expire pour pouvoir divorcer et prendre la moitié de tout ce que j'ai construit. Tu as menti à Jessica, à moi, à tout le monde. Tu m'as volé. Tu as commis une fraude en utilisant mon nom. Voici ce qui va se passer maintenant. La maison est vendue. L'argent est dans une fiducie que tu ne peux pas toucher. Mon entreprise a été restructurée de manière à la protéger complètement. Chaque actif que je possède est en sécurité. Tu n'auras rien parce que tu n'as rien apporté. Tes dettes sont ton problème.
Tes mensonges sont ton problème. Tes documents de prêt frauduleux sont ton problème. Et si jamais tu essaies de les utiliser dans une action en justice contre moi, je te ferai arrêter pour fraude. J'ai des preuves de tout. J'ai des enregistrements, des photos, des documents. J'ai des témoins. Tu peux demander le divorce quand tu veux. Le contrat de mariage ne m'importe plus, car il n'y a rien à prendre pour toi. Mais si toi, ta mère ou ton frère essayez un jour de me causer des ennuis, de nuire à ma réputation ou à mon entreprise, je vous détruirai. Je porterai plainte. Je m'assurerai que tout le monde sache exactement qui tu es. Tu voulais jouer avec la vie de quelqu'un. Félicitations, tu as perdu. Ne me contacte plus. Mon avocate t'enverra les papiers du divorce. J'ai appuyé sur envoyer pour les 3 emails, puis j'ai bloqué son numéro. Puis j'ai bloqué le numéro de Marguerite, puis celui de Robert. Je les ai bloqués sur les réseaux sociaux, sur toutes les plateformes auxquelles je pouvais penser. Je les ai effacés de ma vie aussi complètement que s'ils n'avaient jamais existé. Mon téléphone a commencé à sonner presque immédiatement. Le nom de Michel s'est affiché à l'écran. Même si je l'avais bloqué, il appelait depuis le téléphone de Robert. J'ai refusé l'appel. Il a rappelé encore et encore. J'ai éteint mon téléphone. Je suis restée assise dans mon appartement silencieux et je n'ai ressenti que du soulagement. C'était fait. 3 semaines après la nuit où j'avais entendu ces mots devant la porte de ma chambre, et c'était complètement, définitivement terminé. Richard a appelé ma ligne professionnelle 1 heure plus tard. « Il est à la maison », a-t-il dit. Il est en panique. Les nouveaux propriétaires viennent d'arriver avec leur entrepreneur pour commencer à planifier les rénovations, et Michel essaie d'expliquer qu'il y a eu une erreur. La police est là maintenant. « Bien », ai-je dit. « Tiens-moi au courant si autre chose se produit. »« Éléonore, » a dit Richard, sa voix douce. « Vous avez fait ce qu'il fallait. Je fais ce métier depuis 30 ans et j'ai vu beaucoup de mauvaises personnes. Ce qu'il vous a fait, ce qu'il prévoyait de faire, c'était calculé et cruel. Vous vous êtes protégé. C'est tout. »« Merci, » ai-je dit, et je le pensais. J'ai passé le reste de la journée à travailler. J'ai eu des conférences téléphoniques avec des entrepreneurs. J'ai examiné les plans du nouveau projet de développement. J'ai rencontré Valérie pour discuter des délais du projet. Le travail était réconfortant, familier. Il me rappelait qui j'étais sous toute cette douleur. Ce soir-là, j'ai reçu un email d'une adresse que je ne reconnaissais pas. C'était de Marguerite. Espèce de femme vengeresse et égoïste. Comment oses-tu jeter mon fils dehors sans avertissement? Comment oses-tu détruire sa vie pour un malentendu? Michel t'aime. Il t'a toujours aimé. Tu es juste trop amère et peu sûre de toi pour le voir. Tu le regretteras. Tu passeras le reste de ta vie seule et tu le mériteras. Je l'ai lu 2 fois. Puis je l'ai transféré à Julia avec une note pour l'ajouter au dossier. Ensuite, je me suis versé un verre de vin et je me suis tenue à la fenêtre de mon appartement, regardant les lumières de la ville se refléter sur la rivière. Paris était magnifique d'ici, propre et lumineuse et pleine de possibilités. Les papiers du divorce ont été déposés le lundi. Julia avait travaillé tout le week-end pour tout préparer, et ils étaient en béton. Le contrat de mariage était toujours en vigueur pour encore 1 an et 7 mois, ce qui signifiait que tous mes biens prémaritaux restaient miens. La restructuration de l'entreprise était terminée, éliminant toute ambiguïté sur ma société. La vente de la maison était documentée et légale. Il n'y avait rien que Michel puisse réclamer et rien contre quoi il puisse se battre. Son avocat a appelé Julia le mardi. J'étais en réunion quand elle m'a envoyé un texto. Ils veulent négocier. Je leur ai dit qu'il n'y a rien à négocier. Il obtient 0, ai-je répondu par texto. Bien. Le mercredi, Richard m'a envoyé son rapport final. Michel avait emménagé chez Robert et Sophie. Il appelait toujours mon bureau, laissant des messages vocaux désespérés que mon assistante avait pour instruction de supprimer sans les écouter. Il avait essayé d'obtenir un prêt pour rembourser ses dettes de jeu en utilisant la maison de sa mère comme garantie, mais Marguerite avait refusé. Les usuriers tournaient autour de lui et il n'avait aucun moyen de payer. Jessica avait découvert mon existence. Quelqu'un lui avait envoyé des articles de journaux sur mon entreprise, ainsi que nos photos de mariage. Elle avait confronté Michel chez Robert, lui hurlant dessus sur la pelouse devant les voisins. Puis,
Elle avait posté à ce sujet sur les réseaux sociaux, le traitant de menteur et d'escroc. La publication est devenue virale dans les cercles locaux, partagée et commentée par des centaines de personnes. Marguerite a essayé de limiter les dégâts, appelant des connaissances communes pour répandre sa version des faits, que j'étais l'épouse folle et jalouse qui avait craqué et mis son mari innocent dehors, que j'étais vengeresse et cruelle, que Michel était la victime. Mais l'histoire n'a pas pris. Trop de gens me connaissaient ma réputation d'intégrité et d'équité, et trop de gens avaient vu Michel pour ce qu'il était vraiment. Un homme charmant sans substance qui s'était marié au-dessus de sa condition et était devenu paresseux. Valérie m'a appelé le jeudi après-midi. « As-tu vu le journal des affaires aujourd'hui? »« Non. Pourquoi? »« Il y a un article sur ton projet de développement. Il est élogieux. » Ils ont interviewé plusieurs conseillers municipaux qui ont loué l'engagement communautaire et les pratiques éthiques de ton entreprise. Il y a une citation du maire qui te qualifie de l'une des dirigeantes d'entreprise les plus précieuses de Paris. J'ai ouvert l'article sur mon ordinateur. C'était tout ce que Valérie avait dit, et plus encore. Il y avait un encadré sur la croissance de mon entreprise au cours des 10 dernières années. Il y avait une photo de moi sur un chantier, portant un casque et montrant des plans. J'avais l'air confiante, compétente. Rien à voir avec la femme qui se tenait dans le couloir 3 semaines plus tôt, écoutant son mari la traiter d'hippopotame obèse. « As-tu arrangé ça? » ai-je demandé à Valérie. « J'ai peut-être mentionné à un ami journaliste que tu faisais quelque chose de révolutionnaire dans le développement urbain, » a-t-elle dit, et je pouvais entendre le sourire dans sa voix. Le reste s'est écrit tout seul. « Tu es vraiment impressionnante, Éléonore. » Il était temps que les gens s'en souviennent. Ce soir-là, j'ai retrouvé mon avocate à son bureau parisien pour signer les derniers documents du divorce. Tout était prêt à être signifié à Michel. Le mariage serait dissous dans 6 mois, le délai d'attente standard. Il ne recevrait rien. Pas d'argent, pas de propriété, pas de pension alimentaire. Après 3 ans de mariage, il repartirait exactement comme il était venu, avec rien d'autre que les vêtements sur son dos et les dettes qu'il avait accumulées. Il a signé l'accusé de réception, a dit Julia en faisant glisser un document sur son bureau. Son avocat lui a conseillé d'accepter simplement les termes plutôt que de se battre. Je pense qu'ils ont réalisé à quel point les accusations de fraude seraient mauvaises si cela allait au tribunal. J'ai regardé la signature de Michel, un gribouillis au bas de la page. Et Marguerite? A-t-elle essayé autre chose? Quelques emails de plus, quelques appels au bureau. Rien de poursuivable. Elle est en colère, mais elle est assez intelligente pour savoir qu'elle ne peut rien faire. Son fils lui a menti aussi. Rappelez-vous, elle lui a donné 50 000 € sur la base de ses promesses concernant le règlement du divorce. Maintenant, elle a perdu cet argent sans aucun moyen de le récupérer. Bien. Je savais que je devrais me sentir coupable à ce sujet, que Marguerite perde son argent, mais ce n'était pas le cas. Elle a élevé un fils qui voyait les gens comme des ressources à exploiter. Elle a encouragé sa cruauté, ri de ses blagues sur mon apparence, l'a aidé à planifier de prendre tout ce pourquoi j'avais travaillé. Elle méritait chaque conséquence qui lui arrivait. J'ai signé les derniers documents et je me suis levée pour partir. Julia m'a accompagnée jusqu'à l'ascenseur. « Vous avez géré cela parfaitement », a-t-elle dit. « Beaucoup de gens dans votre situation seraient restés, se seraient convaincus que ce n'était pas si grave. Ou ils auraient réagi émotionnellement, fait quelque chose d'irréfléchi. Vous avez été stratégique et patiente. Vous vous êtes protégée, vous et vos actifs, complètement. J'ai appris des meilleurs, ai-je dit. Merci pour tout. Merci de m'avoir fait confiance. Et Éléonore, je sais que c'était terrible, mais vous allez vous en sortir. Mieux que bien, vous allez prospérer. Je la croyais. Pour la première fois en 3 ans, je croyais vraiment que j'allais m'en sortir. 6 mois plus tard, j'étais assise dans un café du centre de Paris avec Valérie, examinant les plans de notre prochain projet. Le développement du centre-ville était en avance sur le calendrier et en dessous du budget. Le conseil municipal avait approuvé notre proposition pour une 2e phase. Mon entreprise avait connu une croissance de 30% et j'avais embauché 10 nouveaux employés. « Tu as des nouvelles de Michel ?» a demandé Valérie en sirotant son café au lait. « Richard m'a envoyé une mise à jour le mois dernier, ai-je dit. Il a fait faillite. Tout perdu.
Il travaille maintenant chez un concessionnaire automobile, vit dans un minuscule studio dans l'est de Paris. Marguerite ne lui parle plus. Apparemment, elle lui reproche d'avoir perdu ses 50 000 € et pour les dettes de jeu. Il a un plan de remboursement. Ça lui prendra des années pour les payer. Robert l'a renvoyé du cabinet de courtage après que l'incident avec Jessica soit devenu viral. Sa réputation est quasiment ruinée. Valérie est restée silencieuse un moment. Tu te sens mal pour lui? De la façon dont tu as complètement démantelé sa vie? J'ai réfléchi à cette question. Je me l'étais posée de nombreuses fois au cours des derniers mois. La réponse était toujours la même. Non, ai-je dit. Il a essayé de me faire la même chose. La seule différence, c'est que j'ai été plus intelligente et plus rapide. Si j'avais attendu, si je lui avais fait confiance quelques mois de plus, j'aurais tout perdu. Il aurait divorcé juste après l'expiration du contrat, pris la moitié de ce que j'ai construit et serait parti en ayant l'impression de l'avoir mérité. Il m'aurait détruite sans une seconde pensée. C'est juste, a dit Valérie. Tu sais ce que je pense. Je pense que tu es une femme qui connaît sa propre valeur maintenant. Ça vaut plus que n'importe quelle vengeance. Elle avait raison. Les 6 derniers mois avaient été difficiles, mais ils avaient aussi été clarifiants. J'ai commencé une thérapie pour surmonter la trahison et les années à supporter la cruauté de Marguerite. Je me suis inscrite à une salle de sport, non pas pour perdre du poids, mais parce que je voulais me sentir forte. J'ai renoué avec de vieux amis que j'avais perdus de vue pendant mon mariage. Je me suis souvenue de qui j'étais avant Michel, avant de me faire petite, essayant de correspondre à l'idée que quelqu'un d'autre se faisait de qui je devais être. Mon entreprise était florissante. Ma réputation à Paris n'avait jamais été meilleure. On m'a demandé d'être la conférencière principale lors d'une conférence sur les femmes en affaires le mois prochain. J'ai été invitée à rejoindre les conseils d'administration de 2 organisations à but non lucratif différentes. Je construisais la vie que j'avais toujours voulu, celle que j'avais mise en attente en essayant d'être l'épouse de quelqu'un. Le divorce a été prononcé 3 semaines plus tard. Je n'ai pas assisté à l'audience. Julia m'a représentée et le juge a approuvé la dissolution sans commentaire. J'étais de nouveau célibataire, libre et sans entrave, avec tout ce que j'avais construit encore intact. J'ai célébré en ne faisant absolument rien. Je suis restée à la maison, j'ai commandé à emporter et j'ai regardé de vieux films dans mon appartement confortable. C'était calme et paisible, et j'ai réalisé que c'était suffisant. Je n'avais besoin de personne d'autre pour me compléter. Je n'en avais jamais eu besoin. Richard m'a envoyé une dernière mise à jour sur Michel un mois après la finalisation du divorce. Il avait déménagé dans une autre région, quelque part dans la campagne française, essayant de recommencer là où les gens ne connaissaient pas son histoire. Marguerite a vendu sa maison et a déménagé sur la Côte d'Azur pour vivre près de Robert et Sophie. La famille s'était complètement fracturée, chacun blâmant les autres pour l'échec cuisant de leur plan. Jessica était passée à autre chose aussi, sortant avec quelqu'un de nouveau et postant des photos heureuses sur les réseaux sociaux. Je m'étais sentie mal pour elle au début, mais elle avait rebondi rapidement. Elle avait 26 ans et était résiliente. Elle s'en sortirait. Quant à moi, j'allais plus que bien. J'avais pris tout ce qui était censé me détruire et l'avais transformé en carburant. J'ai appris que j'étais plus forte que je ne l'avais jamais imaginé. J'ai appris que je n'avais pas besoin de l'approbation ou de l'amour de quelqu'un d'autre pour avoir de la valeur. J'ai appris que la vengeance, la vraie vengeance, ne consistait pas à blesser quelqu'un d'autre. Il s'agissait de se protéger et de refuser d'être une victime. Un soir de fin d'été, je me tenais sur le balcon de mon appartement, regardant le coucher de soleil peindre la rivière en or et orange. Mon téléphone a vibré avec un email de mon comptable. La fiducie que j'avais établie avait augmenté de 15% grâce à des investissements prudents. Ma valeur nette avait augmenté de près de 2 millions d'euros depuis le divorce. Tout ce que Michel avait essayé de voler, tout ce pourquoi il avait comploté et manigancé, je l'avais gardé et multiplié. J'ai pensé à cette nuit devant ma chambre, entendant ces mots cruels. Cet hippopotame obèse me dégoûte. Je ne suis avec elle que pour sa fortune. À l'époque, ces mots m'avaient presque brisé. Maintenant, ils semblaient juste pathétiques. Il avait été si confiant, si certain que j'étais trop stupide et désespérée pour voir ce qu'il faisait. Il s'était trompé sur tout.
sur mon intelligence, sur ma force, sur ma valeur. Il m'avait complètement sous-estimé et cela lui avait tout coûté. J'ai levé mon verre de vin au coucher du soleil, à la rivière, à la ville qui m'avait vu me reconstruire. J'avais survécu à la trahison, à l'humiliation et à 3 ans d'abus émotionnels déguisés en mariage. J'en étais sortie plus forte, plus sage et complètement libre. Michel a passé les 2 années suivantes à lutter pour reconstruire ne serait-ce qu'une fraction de ce qu'il avait perdu. La faillite le suivait partout, rendant impossible l'obtention de crédit ou la recherche d'un emploi décent. Sa dépendance au jeu, non traitée et si longtemps favorisée par ses attentes d'argent facile, n'a fait qu'empirer sous le stress. Il a changé d'emploi en emploi, de ville en ville, toujours avec une longueur d'avance sur ses dettes et sa réputation. Marguerite, amère d'avoir perdu son investissement et humiliée par l'échec public de son fils, l'a complètement coupé de sa vie, refusant même de prendre ses appels. Robert et Sophie ont également pris leur distance, lassés d'être associés au scandale. Michel s'est retrouvé exactement là où il avait toujours craint d'être, seul, fauché et insignifiant. La preuve vivante qu'essayer de voler la vie de quelqu'un d'autre ne fait que vous assurer de perdre la vôtre. Quant à moi, j'ai construit quelque chose de réel. Pas seulement une entreprise, mais une vie qui m'appartenait entièrement, libre de toute manipulation et cruauté. J'ai appris que la meilleure vengeance n'est pas la destruction. C'est de devenir si complètement soi-même que les personnes qui ont tenté de vous rabaisser deviennent insignifiantes. J'ai repensé à cette nuit dans le couloir, à la femme que j'étais, debout là à entendre ces mots haineux, et j'ai ressenti de la gratitude pour elle. Elle a été assez forte pour rester silencieuse, assez intelligente pour planifier, et assez courageuse pour s'éloigner de tout ce qui était familier pour protéger ce qui comptait. Cette version de moi nous a sauvés toutes les deux. Je suis si heureuse que vous soyez là et que j'ai pu partager mon histoire avec vous. Si vous l'avez aimée, montrez un peu d'amour en cliquant sur le pouce bleu et en vous abonnant à la chaîne. Voyons combien nous sommes. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous regardez et quelle heure il est chez vous. Je suis toujours si curieuse de savoir d'où vous vous connectez, vous tous, gens merveilleux. Si vous voulez me soutenir un peu plus, vous pouvez aussi envoyer une petite contribution. Je vous apporte de nouvelles histoires de vie chaque jour, rien que pour vous. Et maintenant, 2 de mes histoires les plus populaires vont apparaître à l'écran pour que vous choisissiez quoi regarder ensuite.